Encore une fois, bienvenue dans une capsule questions-réponses où je réponds à plusieurs questions qui ont été posées sur la chaîne à travers les différentes vidéos. Sur la vidéo du modélisateur Silca Top, pensez-vous que cet outil peut servir à calculer ma FTP alors que je n'ai pas de capteur de puissance? C'est pas impossible, mais ce serait avec très peu de précision. Parce qu'en partant aussi, il faudrait trouver un endroit où toutes les variables seraient 100% constantes sur toute la durée du test. Après ça, la précision va en fonction des variables. Qu'est-ce qu'on va donner comme CDA, comme perte mécanique, comme coefficient de résistance au roulement, ce qui est vraiment pas évident à trouver. Mon deuxième questionnement serait même à savoir la pertinence, quand on n'a pas de capteur de puissance, de vouloir trouver sa FTP. En partant, si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, je vous laisse un lien dans la description sur ce que je pense réellement de la FTP. C'est pas une métrique que j'apprécie particulièrement. Mais c'est que si on n'a pas de capteur de puissance, on n'a pas vraiment de champ de référence. Rendu là, si on veut vraiment plus tester, si on s'améliore, je vois pas qu'est-ce que ça a vraiment de plus que tout simplement se trouver un parcours test et que quand on veut vérifier notre niveau de forme, juste calculer si nos chronos sont meilleurs. Merci Martin. Il faut préciser que tous les réglages, hauteur, recul, cale, sont liés entre eux et que la modification de l'un impacte l'autre. De plus, sauf erreur de ma part, un changement de réglage doit être effectué progressivement 2 à 3 mm maximum à la fois afin que le corps puisse s'adapter. Donc, il y a une partie que je suis d'accord et une partie que pas nécessairement. Oui, les réglages sont tous liés entre eux et chaque changement qu'on va faire va avoir un impact sur toute la chaîne. Par contre, je suis pas nécessairement de ceux qui préconisent l'idée que des changements doivent être faits vraiment à très petite dose, surtout quand on parle de millimètres, 1 mm, 2 mm, 3 mm. Parce que premièrement, si on part de la prémisse que la hauteur de selle doit être d'une précision au millimètre près, il faudrait probablement avoir une hauteur de selle en fonction de l'heure de la journée. Ouais, je m'explique. Un humain en général, entre le matin et le soir, peut avoir une différence de taille qui peut varier de près de 2 cm. Donc, si vraiment la hauteur idéale va être au millimètre près, il faut y aller en fonction de à quelle heure de la journée elle est, parce que évidemment, la résultante ne sera pas la même. Mais évidemment, non, c'est pas vraiment applicable. L'humain, justement, a un certain niveau d'adaptabilité et aussi une façon bien à lui de pouvoir des fois compenser. Donc, je donne un exemple. Si je vois quelqu'un qui arrive avec une hauteur ou un avancement de guidon qui est définitivement, qu'on peut très facilement voir, qui est vraiment pas proche d'être dans la bonne zone, j'ai aucun problème à faire des gros changements. Surtout si c'est quelque chose qu'on sait qui va être en lien avec un symptôme spécifique que la personne souffre. Puis aussi, le problème avec des petits changements, c'est que si, disons, il y a un patron moteur qui s'est installé, des petits changements, des fois, seront pas assez pour casser le patron problématique. Donc, je donne un exemple. Si je pense que la hauteur de selle serait trop élevée, je vais baisser de au moins 5 mm, quitte à remonter pour vraiment créer un peu une différence, pour vraiment me rendre dans un certain plancher et de remonter dans une zone, ou un plafond et de remonter dans une zone, plutôt que juste faire un micro-changement à la fois. Parce que ça me permet vraiment plus de voir comment que le corps réagit à ces changements-là. Tandis que quand on fait des micro-changements, souvent, c'est presque pas mesurable, donc on peut vraiment pas quantifier si ça fait une différence ou non. Et encore là, si c'est trop progressif, souvent, si un patron moteur qui est en train de s'implanter pour compenser, il va être plus difficile à casser si le changement est trop minime. Sur la capsule des chambres à air de latex versus des chambres à air de butyle. Bonjour, comment s'expliquent ces différences? J'ai du mal à comprendre. C'est le même principe que le pneu. Le pneu, ce qui va créer beaucoup de la résistance au roulement par rapport à la déformation du pneu, c'est le fait que quand il va plier, quand il va se déformer, il va avoir plus de résistance à la déformation. Ce qui fait qu'il y a plus d'énergie perdue, parce que dans la déformation, étant donné qu'il y a plus de friction à travers finalement les différentes couches de construction, ça fait moins d'énergie au retour quand le pneu reprend sa forme. Pour les chambres à air, c'est la même chose. Le latex va avoir une construction qui est beaucoup plus souple, donc il va faire moins de friction dans son mouvement, dans le fond, dans sa déformation, qu'une chambre à air, dans le fond, au butyle. Et même là aussi, à travers les chambres à air de butyle, il y a des grosses différences, c'est-à-dire qu'on a une chambre à air au butyle, mais quand même assez mince, ou avec de la poudre de talc, va avoir des meilleures performances qu'une chambre à air
qui va être d'épaisseur beaucoup plus généreuse, justement, qui va créer beaucoup plus de friction, donc augmenter la résistance au roulement. Bonjour, vers quel type de semelle faut-il s'orienter? Où trouvez-vous vos semelles sportives? Une marque en particulier? Merci d'avance pour votre retour. Donc, je vais donner un exemple avec les semelles avec lesquelles j'ai le meilleur succès, qui est les Curex Bike Pro. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vraiment de différent? Qu'est-ce qu'il faut regarder finalement pour des semelles spécifiques pour le vélo par rapport à d'autres semelles qu'on peut retrouver pour, dans le fond, d'autres, pour la vie de tous les jours, pour des souliers, dans le fond, de marche. C'est principalement, évidemment, on veut quand même un support plantaire qui va être relativement rigide. Et surtout aussi, on veut quand même quelque chose qui va être mince sur toute sa longueur. Souvent, les semelles qui vont être soit achetées dans les grandes surfaces qui sont pas spécifiques pour le vélo vont être très épaisses et très molles. Le but va être d'absorber les chocs du contact au sol. Mais en vélo, comme c'est pas un sport d'impact, et qu'on veut pas réduire, dans le fond, le volume, dans le fond, l'espace à l'intérieur de la chaussure, qui est déjà souvent très restreint, étant donné que l'industrie du vélo fait un très mauvais travail, à mon avis, d'adapter les volumes des pieds, puis surtout ceux qui ont des pieds plus larges. Donc, c'est vraiment important qu'ils soient assez minces. Aussi, au niveau de la cheville, j'aime qu'il y ait vraiment un peu en coquille, finalement, qu'il y ait un bon enveloppement au niveau de la cheville, au niveau du talon, finalement, pour vraiment maximiser la stabilité. Et quand on regarde au niveau du support plantaire, on le veut quand même progressif et avec quand même un bon niveau de support. Si vous avez des semelles orthopédiques dans la vie de tous les jours, ça peut être une option aussi, comme ils sont faites sur mesure. Mais ce qu'il faut faire attention souvent, c'est que ces semelles-là vont être 3/4, c'est-à-dire vont pas être nécessairement pleine longueur, et c'est vrai que ça marchera pas dans des chaussures de vélo parce qu'il faut vraiment comme retirer la fausse semelle qu'il y a à l'intérieur pour la remplacer. Et là, ça ferait que l'avant-pied, dans le fond, serait pas supporté, serait pas sur une fausse semelle, ce qui serait vraiment un problème au niveau du confort. Donc, Curex Bike Pro que j'aime beaucoup, je vais laisser des liens dans la description de cette vidéo pour ceux qui veulent avoir plus d'informations. Continuez à m'envoyer vos questions, c'est toujours apprécié et ça fait justement plus de contenu pour pouvoir partager avec le plus grand nombre de cyclistes. D'ici là, à la prochaine.